Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la littérature française, Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Et plus précisément, on va se plonger dans un chapitre vraiment minuscule par sa taille, le chapitre 29, mais qui est d'une intensité absolument foudroyante. C'est un pur concentré de l'art de Hugo, un cri à l'état brut qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Oh ma grâce, ma grâce. Voilà, le chapitre démarre comme ça, sans prévenir. C'est pas une phrase, c'est une déflagration. On remarque tout de suite cette répétition, l'anaphore, comme on dit. Hugo est malin, il ne nous dit pas le personnage espère, non, il nous le fait entendre, il nous le fait ressentir. Cette répétition, ça devient une sorte de prière, presque une incantation, qui nous montre à quel point cette idée de grâce est devenue une obsession totale. Et les points d'exclamation, bien sûr, viennent appuyer cette explosion. On n'est pas dans une pensée construite, on est dans l'urgence du cri. Ce chapitre est vraiment à part dans le roman. Jusque-là, on a eu des souvenirs, des réflexions sur la société, des descriptions, mais là, d'un coup, Hugo nous jette dans le présent le plus immédiat, le plus violent. C'est un flash, un véritable flux de conscience, avant même que le terme existe. Il nous donne à voir, sans aucun filtre, la lutte intérieure, viscérale, d'un homme qui se débat face à sa propre faim. Alors justement, suivons ce cheminement mental. C'est complètement frénétique. On va voir comment son esprit, en à peine quelques lignes, bascule de l'espoir le plus fou à une sorte de négociation désespérée avec le destin. C'est une véritable autopsie de la panique que Hugo nous livre ici. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout s'effondre dans sa tête. Ça commence par cet espoir absolu, ce cri pour « ma grâce », puis le silence, alors l'esprit passe à l'action, vite l'avocat, et là le marchandage commence. C'est une étape psychologique très connue face à un drame. Le condamné est prêt à tout. D'abord, 5 ans de galère. Puis, comme si ça ne suffisait pas, il monte les enchères, 20 ans, ou même la perpétuité. Et l'étape finale, c'est la justification. Il essaie de se convaincre. Même la pire des vies, celle d'un forçat marqué au fer rouge, c'est toujours mieux que la mort. Pourquoi ? Parce que, et c'est la phrase centrale, un forçat, lui, voit le soleil. Bon, maintenant qu'on a compris le cheminement de sa pensée, voyons comment Victor Hugo nous le fait ressentir. Et c'est là qu'on touche au génie. Le style, la forme du texte épousent parfaitement l'état du personnage. Chaque mot, chaque virgule, chaque tiret, tout est pensé pour nous plonger en apnée dans son angoisse. On va relire cette phrase, mais en écoutant bien le rythme. 5 ans de galère, et que tout soit dit, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge. Vous entendez ? C'est haché, c'est haletant, on dirait quelqu'un qui manque d'air, qui panique. Les tirets, ils ne sont pas là pour rien, ils créent des ruptures, comme des hoquets dans la pensée. Les idées se télescopent dans une escalade de désespoir. Ce n'est plus une réflexion, c'est une supplication qui sort des tripes. Alors, si on décortique cette mécanique. D'abord, ce fameux rythme haché, qui nous met physiquement dans son état de panique. Ensuite, la ponctuation est ultra expressive. Les tirets sont comme les soubresauts de sa pensée, des idées qui s'entrechoquent sans aucune logique. Puis, le vocabulaire sensoriel. Le fer rouge, ce n'est pas juste une image. Ça nous fait presque sentir la brûlure, ça rend la douleur palpable, pour nous faire comprendre que même ça, c'est mieux que le néant. Et enfin, les phrases courtes. Elles traduisent cette urgence, l'incapacité de son cerveau à construire une pensée longue et complexe face à l'abîme. Ici, Hugo construit une opposition radicale, qui est vraiment le cœur de son argumentation. D'un côté, on a le forçat. Sa vie est un enfer, on est d'accord. Mais elle est définie par le mouvement. Il marche, il va et vient. Et surtout, il voit le soleil, le symbole absolu de la vie. C'est la vie, même enchaînée, même misérable, mais c'est la vie. Et de l'autre côté, en creux, il y a le condamné à mort. Pour lui, c'est l'immobilité, le noir de sa cellule, et bientôt, le noir absolu, la non-vie. Et l'argument de Hugo est là, c'est une massue. La pire des vies vaudra toujours infiniment mieux que pas de vie du tout. Ce qui est incroyable, c'est que ce cri qui nous paraît si spontané, si brut, est en réalité une construction littéraire d'une précision d'horloger. Victor Hugo, en grand maître de la rhétorique, utilise des figures de style. Et attention, ce ne sont pas de simples décorations pour faire joli, ce sont des outils, des armes pour structurer son argumentation et nous prendre aux tripes. Allons voir ensemble cette architecture cachée. Alors, regardons ça de plus près. L'anaphore, on l'a vu. La répétition de ma grâce, qui devient une véritable obsession. Ensuite, la gradation. On passe de 5 ans à 20 ans, puis à la perpétuité. C'est une escalade qui montre que le prix à payer pour rester en vie augmente sans cesse, prouvant que la vie elle-même n'a pas de prix. Et puis l'antithèse, cette opposition totale entre la vie du forçat et la mort du condamné. C'est l'argument final. L'être contre le néant. Le choix est vite fait, nous dit Hugo.
Il est temps maintenant de prendre un peu de recul, parce qu'on l'a bien compris, ce chapitre n'est pas juste le drame personnel d'un personnage. Hugo se sert de cette intimité, de cette angoisse à la première personne, pour construire un argumentaire universel, implacable, contre la peine de mort. C'est là toute la stratégie de Victor Hugo. Il ne cherche pas juste à nous faire pleurer sur le sort de son personnage. En nous faisant ressentir de l'intérieur sa panique, il veut nous forcer à réfléchir, à prendre position. L'émotion n'est pas le but, c'est le moyen. C'est le véhicule d'une conviction politique. Il faut absolument abolir la peine capitale. C'est la définition même de ce qu'on appelle la littérature engagée. Alors, pour résumer tout ça, s'il y a quelques points à retenir, ce sont ceux-là. D'abord, le choix du jeu nous force à nous identifier, à ressentir de l'empathie. Ensuite, le style haché, syncopé, nous fait vivre l'angoisse de l'intérieur, c'est une expérience presque physique. Troisièmement, ce tout petit chapitre est en fait un résumé, un microcosme surpuissant de tout le message du roman. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ce texte nous prouve que la littérature n'est pas qu'un passe-temps. Elle peut être une arme redoutable pour changer les esprits et combattre l'injustice. Notre analyse s'arrête là, mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. Je vous laisse avec ces questions pour nourrir votre lecture. Comment est-ce qu'un cri si personnel arrive à avoir une portée universelle qui nous parle encore aujourd'hui? Et au-delà de la peine de mort, en quoi ce texte est une critique bien plus large de la justice du XIXe siècle? Finalement, est-ce que la littérature peut encore avoir un tel pouvoir politique de nos jours? Ce sont des questions qui montrent bien à quel point ce texte, écrit il y a presque 2 siècles, reste d'une actualité brûlante. Je vous remercie pour votre attention.